Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 12 janvier. Les émeutes ont gagné Tunis aujourd'hui où le couvre-feu a été décrété pour la nuit. La France refuse toute ingérence. Sur Public Sénat, Benoît Hamon, le porte-parole du Parti socialiste, dénonce un silence coupable des autorités françaises et voit le président Ben Ali le dos au mur. Nouveau bras de fer entre le Sénat et l'Assemblée nationale sur les lois sécuritaires, alors que Nicolas Sarkozy, lors de ses vœux tout à l'heure aux parlementaires, estime conciliable l'enjeu de la sécurité et la préservation de l'humanisme. Le gouvernement lance l'année des Outre-mer et sans rapport avec le calendrier électoral ou une juste volonté de valoriser la richesse et l'identité des 12 collectivités locales ultramarines. Eh bien, nous poserons la question tout à l'heure à notre invité, Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer. Notez également l'autre invité de ce soir dans le 19h, Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste au Sénat, qui bien sûr livrera son commentaire sur le calendrier des primaires arrêté hier par le Parti socialiste. La contestation gagne donc encore en Tunisie. Près d'un mois après le déclenchement de la crise, pour la première fois, des affrontements se sont produits au centre de Tunis où des scènes de chaos sont rapportées ce soir. Le président Ben Ali a limogé dans la journée son ministre de l'Intérieur. Il a promis la libération de tous les manifestants, mais dans le même temps, on apprenait l'arrestation d'un dirigeant d'extrême gauche, le leader du Parti communiste des ouvriers, Hama Amami. Le point ce soir à l'issue de cette nouvelle journée critique qui aura fait de nouveaux morts. Marie Brémaud. Désormais, l'insurrection a gagné la capitale. Pour la première fois, des affrontements ont eu lieu à Tunis. Le chaos, la panique après l'intervention musclée des forces de l'ordre. Des dizaines de blessés ont été transférés vers les différents hôpitaux de la ville. Mais pour l'heure, aucun bilan n'est officiellement connu. Le couvre-feu a été décrété ce soir sur la capitale. Au sud, après Kasserine et Talla, c'est désormais la petite ville de Douze qui pleure ses morts. 2 civils ont été tués par des tirs de la police lors d'une manifestation qui a dégénéré. Partout dans le pays, les Tunisiens sortent dans la rue pour scander leur opposition au régime actuel, accusé de corruption. Malgré des signes en direction des manifestants de la part du pouvoir aujourd'hui. Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi a annoncé la libération de tous les prisonniers ainsi que le limogeage de son ministre de l'Intérieur. De plus, un comité anticorruption va voir le jour. Des gages apparemment bien insuffisants pour le peuple tunisien. Avec de nouveaux morts aujourd'hui, selon certains témoins dans les manifestations. Un mort, par exemple, rapporté par un témoin à Talla, dans le centre-ouest du pays. Le président Ben Ali a également annoncé aujourd'hui la création d'une commission d'enquête sur la corruption. En 23 ans de pouvoir sans partage, il est également la cible sur ce point de l'opposition et de certaines ONG de son pays et de l'étranger. Pour le porte-parole du Parti socialiste, Benoît Hamon, le président tunisien est ce soir le dos au mur. Aujourd'hui, il est acculé. Nous observons et nous regardons la façon dont ce pouvoir acculé produit des réponses. Et ces réponses, manifestement aujourd'hui, ne calment pas le jeu. Et je ne comprends pas, et je le dis très clairement, qu'un certain nombre de membres du gouvernement, au motif que la Tunisie a eu un modèle de développement qui était un modèle de développement laïque et qu'il faut respecter comme tel, mais que cela justifie une forme aujourd'hui de silence du gouvernement sur les violences et la répression. Benoît Hamon, dans Preuve par 3, à suivre à 22h30 sur Public Sénat ce soir. Notons encore que l'ONU appelle à des enquêtes indépendantes sur les violences en Tunisie. Rapatriement en France des corps des 2 jeunes Français tués au lendemain de leur enlèvement au Niger. Ils vont être autopsiés à l'Institut médico-légal de Paris où on le voit, ils ont été acheminés alors que des zones d'ombre persistent sur l'intervention militaire française. Ainsi, les autorités du Niger affirment ne détenir aucun terroriste impliqué dans le rapt, contrairement à ce qui avait été affirmé par Paris, hier encore. Nicolas Sarkozy a donc présenté ses vœux, cette fois aux parlementaires, des vœux boycottés cette année par les élus communistes. Ils ont copié sur Bernard Thibault de la CGT, a ironisé Jean-François Copé. Le chef de l'État a évoqué le travail législatif au cours d'une année qu'il veut utile. Il me semble compliqué d'expliquer que les Français nous ont confié 5 années de mandat, pour vous comme pour moi, et qu'1 an et demi avant la fin de notre mandat,
Tout ce qui est trop compliqué, nous leur demandons de comprendre que nous n'avons pas le courage de le faire, mais que naturellement, comme les autres, nous ferons bien mieux après. Je vous propose de rompre avec cette forme de raisonnement. Si c'est un problème, la fiscalité, pour la compétitivité de notre pays, alors il faut le traiter calmement, mais sans attendre. Voilà, la fiscalité, l'un des chantiers législatifs évoqués par le chef de l'État, qui par ailleurs a rejeté l'opposition entre une vision sécuritaire et une approche humaniste. Les deux doivent se rejoindre selon lui. Et bien justement, l'un des premiers textes dont s'empare en ce début d'année le Sénat est la loi LOPSI 2, le durcissement des textes sécuritaires. Et bien une nouvelle fois, la commission des lois du Sénat prend à contre-pied celle de l'Assemblée nationale en rejetant le tour de vis défendu par Brice Hortefeux. Aurélien Romano. Le Sénat ne se dédiera pas. Ce qui a été voté en première lecture restera en l'état. Les sénateurs de la commission des lois s'opposent à nouveau à leurs collègues de l'Assemblée nationale. Là, nous sommes sur des dispositions qui ont été ajoutées par amendement, tant par le gouvernement que par l'Assemblée nationale, sur lesquelles le Sénat est beaucoup plus réservé. Cette fois, les réserves du Sénat concernent le durcissement voulu par les députés sur des mesures sécuritaires précises. Les peines planchées pour les primo-délinquants, la présentation d'un mineur devant un officier de police judiciaire, une période de sûreté de 30 ans pour les meurtriers de détenteurs de l'autorité publique. 3 amendements concernant ces 3 points ont été approuvés par tous les groupes politiques ce matin en commission des lois. L'interdiction pour les mineurs de sortir le soir parce qu'il y a eu tel drame un jour ou telle difficulté. Vous voyez, on est dans l'affect, on est dans l'émotion, on n'est pas du tout dans la programmation. De même sur la double peine, dite peine complémentaire d'interdiction du territoire pour un délinquant étranger, la modération est le maître mot. Nous allons certainement nous rabattre sur une position plus modérée, considérant que le juge doit au moins rappeler aux jurés qu'ils ont la possibilité de prononcer, mais pas nécessairement les forcer à se prononcer là-dessus. Sur le texte LOPSI 2, on s'oriente donc vers une bataille entre les deux chambres plutôt qu'entre un classique débat droite-gauche. Notons par ailleurs que la commission des lois du Sénat a validé l'assouplissement du permis à points qui avait été adopté par les députés il y a quelques semaines. Absence remarquée d'Eva Joly lors de la présentation des vœux des Verts Europe Écologie. L'idée d'un candidat unique de la gauche au premier tour de la présidentielle, donc sans écologiste, prônée notamment par François Hollande, est fortement rejetée par les principaux intéressés. Flora Sauvage. En ce début d'année, la question est dans toutes les têtes. Bonjour. Faut-il avoir une candidature écologiste à la présidentielle en 2012 ? Lors de ses vœux à la presse ce matin, Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie, est catégorique. La réponse est oui. Je pense qu'il faut une candidature écologiste parce qu'il faut faire vivre le débat démocratique. C'est pas une évidence absolue. Simplement, on a vidé les élections législatives de leur substance en inversant le calendrier. C'était une erreur, une vraie grave erreur. Et donc, je crois qu'il faut faire vivre le débat et qu'on n'oblige pas les électeurs à voter pour tel ou tel candidat. Existe donc l'idée d'une candidature unique de la gauche. 1974, par exemple, derrière François Mitterrand, l'ensemble des forces de gauche étaient réunies. Au premier tour, François Mitterrand était en tête devant Valéry Giscard d'Estaing et il a perdu au deuxième tour. Et à l'inverse, en 1981, la seule fois où on a gagné, non pas en succession, mais contre la droite qui gouvernait, eh bien François Mitterrand était là. Il y avait les écologistes, il y avait les radicaux de gauche, il y avait les communistes, il y avait même le PSU. Mais depuis, le Front National est arrivé au second tour d'une élection présidentielle, un certain 21 avril 2002. Alors, candidature unique de la gauche ou candidature multiple ? Au sein d'Europe Écologie, une candidature écolo ne semble plus faire débat. Il faut dire à tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous disent qu'il n'y aurait pas besoin, qu'il ne faut pas de candidature écologiste au motif que la menace du Front National est telle qu'il faudrait une candidature unique. Il faut dire à ceux-là qu'ils se trompent. Dans un sondage publié dans Le Monde de mercredi, 84% des personnes interrogées considèrent Eva Joly, candidate potentielle à la présidentielle, comme honnête et compétente. Le député du Rhône, André Gérin, officiellement candidat à la candidature communiste pour 2012, opposant farouche à Jean-Luc Mélenchon, l'ancien maire de Vénissieux, juge mortifère l'idée d'une absence du Parti communiste à cette échéance électorale. André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, qui était notre invité hier, est également sur les rangs. Du côté du Parti socialiste, le calendrier des primaires est donc maintenant en place. Le candidat sera connu le 16 octobre, s'il y a 2 tours. Le calendrier de compromis arrêté hier reste à organiser la consultation des Français et c'est un autre casse-tête. Fabrice Cunet.
Avec le calendrier arrêté hier, les primaires sont officiellement lancées, mais les préparatifs ont commencé il y a déjà plusieurs semaines. Le pari est risqué et ambitieux, faire voter tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. C'est un immense chantier organisationnel, la primaire. Un immense chantier organisationnel, comme je crois le Parti socialiste n'en a jamais eu devant lui. Et donc la principale difficulté, entre guillemets, c'est l'organisation matérielle, parce que c'est un grand chantier. Le PS prévoit pas moins de 8 à 10 000 bureaux et 1 million de votants. Pour obtenir une telle participation, Solferino a même accordé le droit de vote dès l'âge de 15 ans pour les adhérents socialistes. On est ravis au mouvement des jeunes socialistes d'avoir abouti à cette question-là, parce que c'est vrai que les jeunes, c'est l'avenir de notre pays, sont souvent exclus du champ démocratique. Et là, c'est aussi une manière pour les socialistes de leur montrer bien qu'on les prend au sérieux. Si ces primaires s'annoncent comme un casse-tête matériel, c'est surtout un casse-tête électoral. Le souvenir de l'élection contestée de Martine Aubry est encore dans toutes les têtes. Nous avons un comité national où tout le monde est représenté, des comités départementaux, un comité technique toutes les semaines où sont représentés tous les courants, les candidats, tous les partis organisateurs de la primaire. Et donc on donne les garanties de la transparence. Pour la transparence budgétaire, il faudra encore attendre. Quelle enveloppe pour l'organisation? Et surtout, quelle enveloppe par candidat? La question devrait être tranchée avant la fin du mois. Premier invité du 19h, Jean-Pierre Bel, le président du groupe socialiste au Sénat. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également ce soir dans ce studio, Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer, avec qui nous parlerons de l'Outre-mer et peut-être aussi de certaines préoccupations électorales. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, les primaires. Jean-Pierre Bel, est-ce que le calendrier arrêté vous satisfait? Écoutez, ce calendrier a été arrêté hier par notre bureau national. Donc à partir de là, il s'impose à tous. Moi, je ne vais pas passer mon temps à discuter sur le calendrier. C'est celui-ci, il a été décidé, donc il me convient très bien. Est-ce que vous ne vous inquiétez pas quand même? Parce qu'effectivement, quand on regarde le calendrier en détail, là, les candidatures avant le 14 juillet, on se dit que le PS va commencer sa campagne quand les Français vont partir en vacances. Non, la campagne n'est pas prévue, le démarrage de la campagne n'est pas prévu pour le 14 juillet. Simplement, ceux qui souhaitent être candidats à ce poste suprême devront le faire savoir avant le 14 juillet. Et vous savez que nous aurons d'autres échéances, notamment les élections sénatoriales. Et après les élections sénatoriales, débutera véritablement la campagne que nous allons organiser. Alors c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais tout ce qui est nouveau est compliqué. Nous avons au moins le mérite d'innover et d'essayer d'associer de manière la plus démocratique possible, je l'espère, les Français qui se reconnaissent dans nos valeurs. Alors, oui, sur le choix de ce candidat. Compliqué sur le plan organisationnel, on l'a vu. Sur le plan politique, est-ce que vous craignez que les candidats cherchent forcément à se différencier les uns les autres et que ça tourne au pugilat? Tout système peut avoir des avantages et des inconvénients. C'est comme la démocratie. Winston Churchill a dit que c'était le pire des systèmes, mais il n'en connaissait pas d'autres. C'est la même chose pour des primaires. Nous souhaitons élargir le plus possible, associer à ce choix le plus grand nombre de Français, et en même temps nous voulons le faire de façon démocratique. Bon, il y a des organisations où il y a des chefs incontestés, autoproclamés. Chez nous, on essaie de faire en sorte que ce soit démocratique. Moi, je crois que, en effet, on pourrait craindre qu'il y ait une sorte de rivalité, mais d'ailleurs, il y aura une convention de réunification. Franchement, tout est dit dans ce mot, la réunification. Oui, c'est peut-être pas le meilleur des termes, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'il est bien qu'à la suite de ce débat qui aura lieu, où chacun fera entendre sa petite musique, nous puissions nous retrouver. Moi, je veux vous dire, je n'ai aucune crainte là-dessus. Je crois qu'il va y avoir un tel enjeu sur cette élection présidentielle. Je pense que les Français attendent tellement de nous, et notamment ceux qui aujourd'hui n'acceptent pas le président de la République tel qu'il est, ou en tout cas ont envie d'en changer, que cette pression soit tellement forte qu'il va amener sur la tête de nos responsables et sur la tête de celle ou celui qui sera désigné une lourde responsabilité. Nous serons tous derrière, je peux vous en assurer. Alors vous dites que le Parti socialiste va montrer un formidable exemple démocratique, contrairement à d'autres partis, dites-vous, où la décision tombe de haut. Je ne sais pas à qui vous pensez. En tous les cas, pendant les primaires socialistes, il y a un candidat qui sera lui déjà très actif.
c'est Nicolas Sarkozy. Hein, ça ne vous inquiète pas? Je ne voulais pas être désagréable devant Madame la Ministre. Bon, simplement, vous avez raison de dire qu'il y a un risque à partir assez rapidement en campagne. Mais en même temps, vu le contexte et ce que vous venez de dire, il est normal que nous puissions nous organiser. Nous allons le faire d'ailleurs, pas simplement au moment de la désignation du candidat, puisque nous allons construire notre projet, continuer à y travailler. Vous savez que nous avons bien avancé. Et au mois de juin, eh bien, nous aurons le projet. Oui, ben alors, attendez, c'est un autre paradoxe. Alors, vous aurez le projet, mais pas le candidat. Bah, écoutez, il y a le projet des socialistes, c'est bien connu, et ensuite il y a un candidat qui lui-même, impose sa marque à ce projet. Ouais. Mais le candidat ou les candidats qui vont déposer, donc ceux qui vont déposer leur candidature, devront bien entendu s'inspirer très largement du projet des socialistes. C'est un code éthique, dans le fond, qui s'imposeront à tous ceux qui se présenteront au nom du Parti socialiste. Voilà, et dans cette affaire-là, il faudra de l'éthique et des bonnes manières, hein, de la bonne conduite. Jean-Pierre Bel, quel est votre candidat? Il est de coutume, lorsque je viens sur ce plateau, d'avoir à peu près la même question. Et on commence à y voir un petit peu plus clair, même s'il y a la grande inconnue des SK. Vous le savez bien, je me suis exprimé, j'ai essayé de le faire d'ailleurs sans langue de bois. Je suis président d'un groupe parlementaire. Moi, je suis très attentif à ce qu'on puisse maintenant respecter les règles, que ceux qui veulent se présenter légitimement le fassent, qu'ils le fassent savoir, qu'ils disent pourquoi ils sont candidats, sur quel projet Vous attendez. Est-ce que vous êtes heureux de voir un léger frémissement en faveur de François Hollande, d'après les sondages? J'ai vu des évolutions dans les sondages, j'ai vu des premières de grands quotidiens qui montrent que François Hollande a fait du bon travail et qu'à partir de là, il est mieux reconnu aujourd'hui. Mais tout cela, vous savez, c'est en train de s'organiser et je pense qu'il nous faut à la fois respecter ceux qui veulent porter une aspiration, un projet pour la France, et en même temps respecter nos militants. C'est pourquoi nous essayons d'organiser les choses calmement, sereinement. C'est pas un casse-tête, hein, simplement, c'est une nouvelle manière peut-être de faire de la politique, qui est peut-être à mon sens beaucoup plus moderne que ce que nous avons connu jusque-là. Et moi, je suis très, très attentif à ce qui va se passer. J'ai eu de grande confiance dans ce processus, parce qu'à terme, je pense qu'il nous sera bénéfique. Vous avez dit qu'avant la présidentielle, il y avait notamment les élections sénatoriales. Justement, Jean-Pierre Bel, est-ce que vous n'êtes pas inquiet de voir que ces primaires seront à leur zénith au moment des élections sénatoriales pour lesquelles vous avez de grands espoirs? Non, elles ne seront pas à leur zénith. Nous avons eu un bureau national, Martine Aubry a évoqué ce sujet, elle a parlé des élections sénatoriales et nous sommes convenus de démarrer la campagne pour les primaires après les élections sénatoriales. Donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'interférence. Et puis il n'y a pas forcément de... Ça ne va pas vous affaiblir. D'inquiétude. Mais pourquoi ça nous affaiblirait? Nous allons avoir un débat majeur dans les départements, dans les circonscriptions, sur la question des sénatoriales, avec les sujets que vous connaissez, hein, sur les territoires, sur la politique aujourd'hui. Et puis là, les grands électeurs se prononceront. Et ensuite, nous passerons... C'est vrai que 2012 est un peu contenu dans 2011. Et ensuite, nous passerons à l'élection majeure, qui est l'élection présidentielle. Vous rêvez d'alternance au Sénat, et la victoire passe aussi, vous le savez, par les Antilles. D'ailleurs, vous y êtes allé récemment, peu de temps avant le chef de l'État. Des fauteuils de sénateurs pourraient basculer à gauche, c'est votre vœu, bien sûr. Nicolas Sarkozy, donc, est allé sur place à la Martinique, à la Guadeloupe, avec la ministre ici présente. Le gouvernement lance aujourd'hui l'année des Outre-mer. Est-ce que vous voyez l'exécutif animé par des arrière-pensées électorales? Bah écoutez, je pense il ne faut se faire de mauvais procès ni aux uns ni aux autres. N'est-il pas normal qu'un président de groupe souhaite gagner lorsqu'il a à se confronter à une élection? Et n'est-il pas normal qu'un gouvernement aille sur place pour expliquer sa politique? Non, je crois que tout ça est très simple. Alors, bah voilà, pas de procès d'intention. Marius Panchard, vous enregistrez avec satisfaction ces propos? J'ai enregistré, simplement je voudrais dire qu'en Outre-mer, les élections, on peut avoir beaucoup de surprises parce que l'échiquier politique n'est pas du tout le même. Et quand on pense qu'on peut gagner, parfois, on a des surprises. Vous le dites, ne vous faites pas trop d'illusions, c'est ce que vous lui dites? Ne faites pas trop d'illusions. Personne ne peut savoir ce qui va se passer en Outre-mer, je pense, au niveau des élections sénatoriales. On peut avoir quelques surprises. Je remercie Madame la Ministre pour son conseil, mais je pense qu'il est réversible. Voilà. Alors, le mystère est vrai dans les deux camps. Hein. Bon, alors on va parler de l'Outre-mer. Merci Jean-Pierre Bel. On va parler d'abord, 2 ans après le grand mouvement social, si la situation économique a véritablement changé sur place.
Eh bien, ça n'est pas le cas, comme le montre le reportage de Marie Brémaud. Traumatisé, 2 ans après, Eni Kampf n'a rien oublié de cette nuit du 19 janvier où son magasin a été saccagé. Vous allez voir notre boutique, comme celle que vous venez de filmer en bas, avec, comme nous l'avons retrouvée le lendemain matin. Reconstruire la boutique et relancer le commerce de téléphonie mobile, mais à quel prix ? Entre janvier et mars 2009, la patronne de cette PME a été obligée de fermer le magasin. Conséquence, elle a dû prendre des mesures drastiques. Nous avons dû nous séparer d'un certain nombre de personnes. Nous sommes passés de 18 personnes à 10 personnes. Depuis, elle et ses salariés se battent chaque jour pour la survie de leurs emplois. Et ailleurs, la situation n'est pas meilleure. Le secteur touristique est dévasté. Les Antilles, en 2 ans, ont perdu la moitié de leurs touristes. Le chômage touche toujours 1 jeune sur 2. Quant à la cherté de la vie, principale revendication du LKP en février 2009, les consommateurs guadeloupéens partagent aujourd'hui le même constat. Ça n'a pas baissé, ça a plutôt augmenté. Oui, tout est cher. C'est sûr que rien n'a vraiment changé, quoi. Et rien ne changera, je pense. Le panier de la ménagère reste largement supérieur à celui de la métropole, 25% en moyenne, et ce malgré la baisse de 1400 produits de première nécessité dans les mois qui ont suivi le mouvement. Cela n'aura duré qu'1 an. Timidement mais sûrement en Guadeloupe, la mobilisation populaire se fait à nouveau sentir. Blanchard, rien n'aurait changé. Est-ce que vous partagez ce constat d'abord ? Non, je ne partage pas ce constat parce que beaucoup a été fait, en particulier par l'État. D'abord, c'est le chef de l'État qui a pris cette initiative d'organiser les États généraux de l'outre-mer, qui a pris l'initiative d'organiser le premier conseil interministériel de l'outre-mer, et nous avons décliné 157 mesures sur le territoire. Aujourd'hui, certes, la situation économique est préoccupante, mais nous avons quand même quelques signes qui nous montrent que la reprise peut être là, en particulier dans le domaine du tourisme, parce que certes, en Martinique, les chiffres ne sont pas encore bons, bien qu'aujourd'hui, les collectivités et l'État ont décidé de faire du tourisme une priorité en termes de développement économique. Mais en Guadeloupe, nous avons une augmentation de 8% de l'activité. Puis à La Réunion... Parce que beaucoup ont été dégoûtés. Oui, parce qu'effectivement, on a toujours cette épée Damoclès avec un collectif qui menace tous les mois d'une grève générale, mais on voit bien qu'au fil du temps, il n'y a plus la mobilisation de février 2009 parce que les Guadeloupéens, les ultramarins ont très bien compris que la réponse n'était pas dans la rue et que la réponse était peut-être dans le cadre d'une négociation pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors sur les prix quand même, on s'aperçoit que dans les magasins, les denrées alimentaires coûtent beaucoup plus cher qu'en métropole et que le pouvoir des centrales d'achat est toujours le même. On les avait dénoncés lors du conflit social. C'est vrai que la situation doit être encore améliorée, mais je voudrais dire que lorsqu'on incite à la concurrence en particulier, lorsqu'on incite à ce qu'il y ait de nouvelles enseignes, on fait baisser les prix, ce qui est le cas à la Martinique, notamment sur les denrées de première nécessité. En Guadeloupe, il faut qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Mais je crois qu'on peut se renvoyer les chiffres les uns les autres. Lorsqu'on prend une autre étude, notamment celle de l'INSEE, nous n'avons pas ces écarts aussi importants, puisqu'il faut comparer par rapport au type de consommation. Si effectivement on a un comportement par rapport à une consommation métropolitaine, il est vrai que les prix sont beaucoup plus élevés. Si on a une consommation 84% de plus, voilà. Ça paraît énorme. Hein. Oui, mais il faut prendre d'autres indicateurs. En revanche, dans d'autres secteurs comme le logement ou au niveau de la téléphonie, des progrès considérables ont été faits pour baisser les prix. Donc je crois qu'il faut